Et si ce béton qui nous a permis d'aller si loin dans la construction de nos villes devenait aussi celui qui risque de nous compliquer l'avenir? À partir du XXe siècle, ce matériau discret, solide, fidèle, a soutenu la civilisation urbaine moderne plus que tout autre matériau. Pendant plus d'un demi-siècle, nous avons construit, élargi et élevé nos cités. Il a abrité des familles, porté des ponts, dessiné des horizons. Il a sauvé des vies, amélioré l'hygiène et transformé le quotidien des millions de personnes à travers le monde. Il a été l'allié des lignes droites, des courbes et même de celles que nous n'avons pas encore imaginées. Mais une question se pose, et si tout cela n'était qu'un mirage et qu'il était en train de devenir un véritable problème? Et si celui qu'on a tant utilisé pour avancer devenait ce qui nous empêche de continuer? Comment expliquer qu'un matériau si utile soit aussi à l'origine de tant de dégâts que l'on ne cesse de nous rappeler? Pourquoi ce symbole de progrès semble-t-il aujourd'hui méprisé de partout? Il n'est pas écologique et le ciment à lui seul représente 8% des émissions de gaz à effet de serre et se trouve bousculé par des législations, des associations et des voix de plus en plus nombreuses. Est-ce un manque de reconnaissance de notre part ou une démarche juste de questionner ce matériau qui, comme tout autre, a des forces mais aussi des faiblesses? Ne serait-ce pas normal de questionner enfin la deuxième substance la plus utilisée sur Terre après l'eau? Apparemment, le béton aussi vieillit, il se fissure, il s'use. Avec lui, c'est peut-être toute une manière de construire, d'habiter, de penser la vie qu'il faut interroger. Peut-on imaginer d'autres matériaux, d'autres formes, d'autres logiques? Et si c'était le moment d'ouvrir une nouvelle page, une page plus douce, plus respectueuse du vivant, plus proche des réalités de notre temps? Devons-nous le réinventer ou le laisser dans son élan actuel? Et l'Afrique, considérée par Ahmed Choplin comme la dernière frontière du béton, l'adoptera-t-elle, le renouvellera-t-elle ou finira-t-elle par le rejeter? L'Afrique jouera un rôle décisif dans l'avenir de l'urbanisme mondial. Décidera-t-elle de tourner la page du béton pour adopter des alternatives écologiques ou sera-t-elle le dernier bastion de ce matériau vieillissant? La question que je me pose est la suivante. Quel sera ou quels seront les matériaux capables de remplacer notre civilisation du béton? Mais d'abord, c'est quoi le béton? Je parle ici de ce matériau qui a permis de bâtir certaines des plus grandes infrastructures modernes que le monde n'ait jamais connues. C'est lui qui a servi à reconstruire l'Europe après la guerre, qui a fait de la Chine en un temps record l'une des premières puissances mondiales. C'est encore lui qui a permis aux Émirats arabes unis d'incarner tous les fantasmes futuristes autour de l'architecture et de l'urbanisme. Pourtant, comme tout autre matériau, le béton a une durée de vie. N'est-il pas temps de commencer à questionner son âge, à se demander s'il n'a pas commencé à prendre des rides? La disparition du béton n'inquiète pas grand monde, car il donne l'impression d'être éternel. Ses formes massives, sa solidité apparente, tout à lui inspire la permanence. Et pourtant, il vieillit. Et sa vieillesse n'a rien d'anodin. Un vieux canapé, on peut remplacer une porte et un mur aussi, mais un poteau ou une poutre, à l'échelle d'un bâtiment ou une pile de pont comme celle-ci, ne se manipule pas si facilement. La civilisation urbaine moderne vieillit et le béton qui est l'un des piliers commence lui aussi à montrer des signes de fatigue. Ne devrions-nous pas nous interroger si ces infrastructures nous ont permis de bâtir une civilisation bientôt centenaire et devront-elles pas un jour être remplacées elles aussi? Et si oui, par quoi? Par le même béton ou une nouvelle matière porteuse d'une autre vision, plus durable, plus humaine, moins brutale envers le vivant? Le béton est une ressource docile. Il prend la forme qu'on lui donne, offre une solidité impressionnante en un temps record, là où la terre, le bois ou la pierre exigent plus de patience. On lui doit beaucoup. Et en votre nom, je lui dis merci, cher béton. Mais je pense plus sérieusement qu'il est peut-être temps de se préparer à lui dire au revoir, ou du moins à le réinventer. Regardez autour de vous. Les critiques se multiplient, les législations évoluent, les discours écologiques se durcissent. L'impact environnemental du béton n'est plus un secret. Peut-on encore croire que tout cela n'est que passager? Je ne le pense pas. De la Belgique à la Chine, en passant par la France, les prises de position se durcissent. Le béton est partout. En Belgique, ce sont d'abord des associations environnementales comme Inter-Environnement Wallonie, aujourd'hui rebaptisée Canopy, qui tirent la sonnette d'alarme dès les années 2000. Leur mot d'ordre, stop béton. Leur constat est sans appel. La Wallonie est l'une des régions d'Europe les plus touchées par l'urbanisation. Pour ces militants, il est urgent de mettre fin à cette logique de construction infinie et de repenser l'aménagement du territoire. En 2019, Canopy publie un ouvrage clé, Stop béton,
Le territoire au service de l'urgence climatique et sociale, un plaidoyer en faveur de la lutte contre l'étalement urbain et la préservation des terres agricoles. Dans le même esprit, la ceinture alimentaire liégeoise collective citoyenne locale se mobilise pour défendre les terres fertiles menacées par l'expansion du bâti. Ensemble, ces mouvements parviennent à influencer les politiques publiques. La Wallonie s'engage alors vers un objectif clair, celui du zéro artificialisation nette des sols d'ici 2050, avec un arrêt progressif de l'artificialisation dès cette année 2025. De l'autre côté de la frontière, en France, le débat prend de l'ampleur. À partir des années 2010, l'association Corse Huile Levante, active depuis des années 90, lutte contre la bétonisation sauvage du littoral, en ciblant notamment les constructions illégales ou hors normes. Mais c'est à partir de 2020 que la résistance se radicalise. Le soulèvement de la terre collectif écologiste né en 2021 recourt à la désobéissance civile pour s'opposer à des projets jugés destructeurs. Autoroutes, méga-business, entrepôts logistiques, leur mot d'ordre, la terre n'est pas à vendre. Il dénonce une bétonisation systémique, nourrie par une vision productiviste de l'aménagement du territoire. Sous cette pression, l'État français adopte en 2021 la loi Climat et Résilience, qui fixe un objectif de zéro artificialisation nette d'ici 2050. La loi prévoit également une réduction de 50% de la consommation d'espaces naturels d'ici 2030, mais dans les faits, sa mise en œuvre s'avère complexe. Comme le soulignait Le Monde en avril 2024, la réindustrialisation du pays entre en conflit avec les objectifs environnementaux. À l'échelle internationale, la situation est tout aussi préoccupante. En juillet 2024, l'UNESCO tire la sonnette d'alarme. Plus de 40% des sols mondiaux sont déjà dégradés, principalement à raison de l'urbanisation et de l'usage excessif des matériaux comme le béton. Lors d'une conférence à Agadir, l'organisation annonce la création d'un indice mondial de santé des sols, destiné à mesurer et prévenir cette dégradation silencieuse. Mais pendant que les pays du Nord amorcent une transition souvent douloureuse, une autre dynamique s'installe au Sud. Prenons l'exemple de la Chine. Après avoir été le premier producteur et consommateur de béton au monde, le marché chinois ralentit. Les villes chinoises sont désormais suréquipées, les projets d'infrastructures se font plus rares. Résultat, la Chine se retrouve avec une surproduction massive de ciment et cherche de nouveaux débouchés à l'étranger. La Chine adopte aujourd'hui une stratégie d'externalisation de ses capacités industrielles vers les pays du Sud, notamment en Afrique et en Asie du Sud-Est, par le biais de ses entreprises de BTP ou de diplomatie économique. Alors que les pays dits riches tentent difficilement de freiner leur bétonisation, les pays en développement deviennent les nouvelles cibles de cette industrie. La bataille contre le béton est bien réelle dans une partie du monde. Elle ne se résume plus à une lutte environnementale locale. Elle est géopolitique, climatique et sociale. Nous avançons collectivement vers une nouvelle ère, une ère post-béton, ou peut-être celle du béton repensé. Je ne prétends pas avoir de certitude, mais il me semble que le béton a aujourd'hui deux options. Se réinventer pour préserver sa dignité, ou bien rester figé dans ses usages traditionnels et subir les critiques croissantes et accentuer les méfaits des Levanoisiennes. Dans tous les cas, son hégémonie est vraiment menacée. Et c'est lui ou celle qui saura maîtriser cette civilisation post-béton à une époque où les besoins en logement et en équipement grandissent, pourrait bien en devenir un acteur clé, un maître du monde de demain. Mais qui est prêt à relever ce défi? Comme toujours, je vais parler de l'Afrique. Ouais, on va en parler. Elle sera au cœur de ce bouleversement. L'Afrique, c'est là où tout se joue et se jouera. Armel Choplin l'a nommée la dernière frontière du béton. Achille Mbembe, lui, parle d'elle comme le cœur de toutes les mutations planétaires. L'Afrique a le pouvoir de réinventer la vie et civilisation urbaine dominante. Elle peut être notre salut, ou bien suivre le modèle de la Chine qui, pour atteindre son niveau de développement, a produit en 3 ans autant de béton que les États-Unis pendant tout le XXe siècle. Tant mieux pour la Chine et pour tous les autres qui s'en sont servis. Je ne suis pas là pour définir les bons ou les mauvais. L'Afrique, elle, a croisé la route du béton à l'époque coloniale. Ce n'est que récemment qu'elle a véritablement commencé à l'embrasser. Aujourd'hui, le béton n'est plus un matériau imposé. Il est produit en Afrique, consommé en Afrique par des Africains et pour les Africains. Et maintenant que l'Afrique accueille les plus grandes concentrations urbaines du XXIe siècle, elle devient le laboratoire d'une nouvelle manière de penser la ville. Avec le béton, peut-être. Ou alors ce sera l'endroit où ce matériau vivra ses dernières heures de gloire. Tout porte à croire que nous, Africains, ne cherchons pas à réinventer la roue. Nous avons tendance à suivre les trajectoires déjà établies, dont nous subissons nous-mêmes les conséquences. Et cela s'explique d'une part parce que ces règles ont mené certains pays au plus haut sommet de la pyramide développementaliste dans laquelle nous sommes laissés noyer. D'ailleurs, pourquoi s'en priver dans le cadre du béton? Attention, je pense que si les plus grandes villes de demain naissent en Afrique, alors elles doivent surpasser celles bâties ailleurs il y a 60 ans ou plus. Les interrogations soulevées ailleurs sur les matériaux, sur les formes urbaines, devraient résonner plus intensément en Afrique, car c'est à l'Afrique qu'il revient de réinventer la roue.
Il ne s'agit pas de tomber dans le piège qui consisterait soit à rejeter le béton, comme cela se fait dans les pays qui l'ont largement utilisé, en le considérant comme un matériau étranger à nos cultures, ni à le sanctuariser comme une solution miracle employée partout et n'importe comment, comme on a tendance à le faire aujourd'hui dans les pays du Sud. Il s'agit de discernement. Les réalités d'hier ne sont pas celles d'aujourd'hui. Les pics de chaleur augmentent, les contraintes économiques changent et demain sera probablement encore plus exigeant. Il est donc urgent en tant qu'Africains de se poser les bonnes questions. Qu'est-ce qui a fonctionné ailleurs? Qu'est-ce qui a échoué? Et surtout, comment pouvons-nous adapter ce qui a fonctionné à nos propres réalités? Il nous faut un travail de synthèse, pas une simple reproduction. Calquer des modèles occidentaux, orientaux, asiatiques serait une grave erreur. Nous n'y arriverons non seulement pas, et pire, nous en paierons le prix. Au lieu de nous contenter des facilités que le béton nous offre, du béton de propriété à la fondation, des colonnes au mur, du crépi jusqu'au toit, nous devons penser au-delà. Ce que nous avons souvent reproché aux autres systèmes calqués, qu'ils soient politiques, économiques ou éducatifs, c'est justement ce réflexe des solutions toutes faites. On le sait maintenant, ce qui marche partout ne marche nulle part. Les villes africaines ne doivent plus être des extensions des modèles essoufflés et venus d'ailleurs. Elles doivent être le cœur d'un nouveau monde, un lieu où s'invente une autre manière de bâtir, d'habiter, d'utiliser les matériaux et de cohabiter avec le reste du vivant. Et n'oublions pas, derrière l'apparente simplicité du béton se cachent des coûts immenses, énergétiques, écologiques et sociaux. Et ces besoins énergétiques ne sont pas temporaires, ils sont permanents tout au long de la vie du bâtiment. L'idée ici n'est pas de rejeter le béton ou de prétendre qu'on ne doit plus l'utiliser. L'enjeu est plutôt de rationaliser son usage, de l'intégrer de manière plus réfléchie. Le béton est essentiel pour la gestion des charges, mais il est crucial de rechercher des alternatives pour d'autres fonctions, comme les cloisons ou les finitions. À l'échelle du continent et avec l'implication des pouvoirs publics, il est urgent de soutenir des initiatives locales qui développent des matériaux alternatifs afin de diversifier et durabiliser le secteur de la construction. Nous pourrions envisager des systèmes de production locaux spécialisés dans la fabrication d'éléments de construction, des matériaux de finition et d'ameublement, moins polluants et mieux adaptés aux réalités locales. Cela impliquerait à la fois les institutions de formation classiques, mais aussi les producteurs artisanaux dépositaires des savoir-faire traditionnels. En parallèle, des écoles pourraient initier les jeunes étudiants à ces métiers, dynamisant ainsi le secteur de la construction, réduisant notre dépendance au béton et aux importations d'autres matériaux. Les écoles d'architecture et d'ingénierie devraient être dotées de laboratoires d'expérimentation des matériaux avec une réelle exigence de résultats. Cela permettrait de sortir du schéma du tout béton qui façonne aujourd'hui la majorité de nos villes. Je n'ai pas besoin de citer de pays, mais je me souviens d'un séjour en 2021 ou 2022 en survolant l'une des villes en Afrique de l'Ouest. On ne voyait que des cubes de béton à perte de vue, presque sans aucune végétation. Et là, je me suis posé cette question. Est-ce vraiment cela une ville, plus particulièrement une ville africaine? La climatisation, pour parler des moyens artificiels, est parfois nécessaire, mais il existe d'autres formes plus naturelles que nous pourrions même explorer dans un prochain numéro. Mais je crois que l'architecture ne devrait plus se résumer à des solutions techniques. Elle devrait d'abord s'appuyer sur les ressources disponibles et en premier lieu sur la culture d'habiter propre à chaque société. Le climat, la topographie, la faune et la flore et les autres formes du vivant avec lesquelles nous devons faire architecture pour orienter, ventiler, capter ou rejeter le soleil, le froid ou la chaleur, l'ombre ou la lumière, selon les besoins. Le recours à l'artificiel ne devrait venir qu'en compensation de ce que la nature ne peut pas offrir. Certaines personnes diront pourquoi les Africains ne peuvent pas climatiser leurs bâtiments alors que d'autres chauffent les leurs. C'est un argument qui s'entend, mais au bout du compte, chacun paie ses factures. Et derrière chaque facture, il y a un certain nombre d'efforts à consentir et souvent plus de dépenses. Tout cela pour un confort que l'on aurait pu obtenir autrement et gratuitement, si l'on avait simplement mieux pensé et fait avec l'eau déjà là. Pour l'avenir du béton, je pense à deux scénarios possibles. Dans le premier, le béton se réinvente. De nouvelles innovations permettent de réduire son empreinte carbone en intégrant des matériaux alternatifs. Cette transition favoriserait une urbanisation moins énergivore, limitant la dépendance au système de refroidissement artificiel et ouvrant la voie à une architecture bioclimatique inspirée des traditions vernaculaires africaines. Dans le second scénario, l'Afrique reproduit les excès du passé. La généralisation du béton qui entraînerait une intensification des îlots de chaleur urbains, obligeant une dépendance accrue aux climatiseurs et aux infrastructures énergivores. Cette situation profiterait à une industrie de refroidissement en pleine expansion sur le continent et au prix d'une fragilisation écologique et économique. En définitive, l'Afrique jouera un rôle décisif dans l'avenir de l'urbanisme mondial. Décidera-t-elle de tourner la page du béton pour adopter des alternatives écologiques ou sera-t-elle le dernier bastion de ce matériau vieillissant? Quoi qu'il en soit, il est fort probable que nous vivions la dernière moitié de l'âge d'or du béton à l'échelle planétaire.
Comme toujours, c'est fait un plaisir de partager cette réflexion avec vous. J'aimerais savoir ce que vous en pensez. Avez-vous une autre vision des choses? C'est exactement ce qui m'intéresse. Ce que vous pensez, vous. Votre point de vue m'importe. Et si vous avez un point de vue différent, il m'intéresse également. Faites-vous vos propres points de vue, bâtissez des convictions que vous êtes prêts à défendre. Vous pouvez aussi vous abonner, liker et partager ce contenu et nous donner de pistes de réflexion pour enrichir cet échange. Ensemble, posons-nous les bonnes questions. C'était Toka pour Coursidon.c pour vous servir. À très vite.